Bonjour à tous. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans au Laos, dans le nord du pays. La communauté catholique a vu un de ses fidèles devenir prêtre. Une fête inédite pour le vicariat apostolique de Luang Prabang. Et l'occasion à ne pas rater pour nous dans l'Église du Monde de vous parler de ce pays dont on parle très peu. La communauté catholique représente, il est vrai, moins de 1% de la population. Et depuis l'expulsion des missionnaires étrangers du pays en 1975, avec l'avènement du régime communiste, la situation de l'Église ne rendait pas particulièrement optimiste, mais voilà, le début 2011 nous donne des raisons d'espérer avec cette ordination, et nous allons en parler avec notre invité, le Père Yvon Lénorette. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien missionnaire au Laos, de la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, et vous êtes actuellement l'aumônier national en France de la communauté catholique laotienne. Alors je disais pour commencer qu'un prêtre, en ce début de l'année 2011, a été ordonné prêtre, donc dans le nord du pays. Son nom, c'est le Père Pierre Bunta Silapet, je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Comment vous, qui avez été missionnaire là-bas, vous avez vécu cet événement, apparemment un événement quand même assez exceptionnel? Oui, vous dites qu'il a été ordonné dans le nord du pays. En fait, il a été ordonné pour le nord du pays. Pour le nord du pays, pour le vicariat de Luang Prabang. Et la célébration de son ordination s'est passée en fait au centre Laos, dans la ville de Thakhek, donc qui est le siège d'un vicariat apostolique, là où il a fait, donc près du grand séminaire où il a fait ses études. Et pourquoi alors il n'a pas été ordonné dans son Oui, diocèse? effectivement, ça, là on voit ce qui s'est passé un peu. Donc en fait son ordination était prévue dans son village natal, donc dans la province de Saiburi, pour le 12 décembre. Et quelques jours avant cette date, donc il y a eu une convocation et donc on a annoncé que l'ordination ne pouvait pas se faire à cet endroit-là, qu'il fallait aller la faire ailleurs. Et donc c'est la raison pour laquelle elle a été faite ailleurs. Exactement, justement. Exactement. C'est pour cette raison-là, donc on a cherché un autre endroit qui soit, qui convienne, donc où cela puisse se faire sans trop de difficultés. Alors, il y a eu une très belle fête, d'après les échos que j'en ai eus. Donc, la région de Thakhek, les relations sont meilleures, je dirais, avec les autorités. Et donc, il y a pu avoir un beau rassemblement. Donc, vous disiez une belle fête, ça veut dire que ça n'a pas été dans une discrétion absolue, ça n'a pas été une ordination en secret? Absolument pas. Par contre, pour sa famille, ça a été problématique en ce sens qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Il n'y a pas eu l'autorisation même d'un déplacement de la part de la famille pour y venir. Ça veut dire que c'est quand même pas ce n'est pas une évidence quand même encore au Laos aujourd'hui une ordination sacerdotale. Bon, alors, au Laos, il faut effectivement donc se rappeler ceci, que la situation de l'Église est très contrastée. Il y a donc des régions où les choses peuvent se passer, je dirais, au grand jour et normalement, d'une manière donc qui est satisfaisante. Et puis d'autres régions où alors c'est l'Église du silence, depuis déjà plusieurs décennies. Alors cette ordination, celle du Père Pierre Bunta Silapet, était très attendue notamment et en particulier par son évêque, Monseigneur Tito Bonchong Topayong. Monseigneur Tito Bonchong est un personnage au sein de l'Église catholique du Laos, personnage que je vous propose de découvrir à travers ce portrait réalisé par Louis-Marie Soubrier pour les missions étrangères de Paris. On regarde. En 1975, lorsque les communistes prennent le pouvoir au Laos, Tito Bonchong était séminariste. Il étudiait à Rome la théologie. J'ai dit aux supérieurs de venir au Laos. Ils me disaient, mais t'es fou, le Laos est tombé aux mains des communistes. C'est qu'à retourner au Laos, tu seras en prison. J'ai dit que le Seigneur m'a besoin là-bas, je dois retourner. Tito Bonchong est alors ordonné prêtre. Quelques mois plus tard, les communistes l'arrêtent et l'envoient en prison, en camp de rééducation. Il y restera 7 ans et demi. On n'avait aucun droit, c'était là, on a seulement un seul droit, c'est le droit de respirer. Voilà. Pour moi, cette période, c'était la plus belle, je crois.
Parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la méchanceté de l'homme et puis l'amour de Dieu pour l'homme. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde, pourquoi il a souffert. Voilà. Je sentais l'amour de Dieu pour moi, je sentais que Dieu était avec moi, et avec moi, je crois, je suis tous les jours. Oui. C'est là qu'il me donnait la consolation, l'espérance et aussi, on peut dire, la joie. Tito Bantiong a été nommé évêque en 1999. Il est heureux profondément. Pourtant, dans son diocèse, il n'y a pas d'autres prêtres. Dans la ville de Luang Prabang, l'église sert aujourd'hui de local à la police. Monseigneur Bantiong doit célébrer la messe chez lui. Officiellement, il ne peut séjourner à Luang Prabang. Il est surveillé. Bref, il aurait des raisons de se plaindre. On a l'idée humaine, ça fait peur et c'est difficile. Mais quand on dépasse tout ça, c'est facile. C'est-à-dire qu'on joue le jour au jour. Si Dieu le veut, il peut m'amener. S'il veut que je reste sur la terre, voilà, je peux continuer. Malgré les difficultés, Monseigneur Bantiong n'a jamais eu le désir de quitter son pays. Non, j'ai jamais eu cette idée-là. J'ai jamais eu. Comme Saint Paul a dit, si Dieu le veut, je mourrai pour lui. Voilà. Mais j'ai jamais eu l'idée de ressortir de Laos. Jamais. Ouais. Voilà un témoignage poignant de Monseigneur Bantiong, Tito Bantiong. Père, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré. Oui, je l'ai rencontré donc lors de mes visites au Laos depuis 1996. Je suis retourné à 5 reprises et j'ai rencontré Monseigneur Bantiong. Et j'avoue que la première fois, ça a été impressionnant pour moi de voir cet homme qui avait donc connu la détention, c'est plus que 7 ans et demi, parce que les 3 détentions qu'il a connues donc, totalisent jusqu'à 9 ans. Et ça m'a rappelé donc lorsqu'il était là-bas avec aussi donc celui qui est devenu après également Monseigneur Louis Ling, donc le vicaire apostolique de Paxé actuellement, quand tous les deux étaient détenus donc dans la région de Siang Quang, ils ont envoyé un petit billet à leur évêque à Vientiane. Et c'était tout simple. Les bienheureux vous saluent. Et ça dit tout. Alors, dans ce portrait, il était indiqué que Monseigneur Bantiong était seul prêtre dans son diocèse, ce qui vient de changer justement avec l'ordination de ce nouveau prêtre. Cela étant, ça fait pour un vicariat entier 2 prêtres. 2 prêtres. C'est une situation plus difficile que dans le reste du Laos, Père ? Oui, c'est une situation plus difficile à cause donc des contraintes qui sont imposées, on peut le dire comme cela, donc à l'un et à l'autre, parce que pour le deuxième, pour le jeune prêtre, nous ne savons pas encore dans quelle mesure il peut effectivement donc faire son ministère auprès de ses compatriotes. Et en tout cas pour Monseigneur Bantiong, les choses vont un peu mieux à Luang Prabang depuis que les autorités ont appelé des religieuses à venir s'occuper donc d'un institut qui a été construit par un organisme privé des religieuses de Thaïlande et qui est donc un institut gouvernemental, mais dont ils ont confié donc peut-être pas la gestion, mais en tout cas le soin des enfants donc handicapés à des religieuses catholiques. Alors la présence de ces religieuses permet à Monseigneur Bantiong de pouvoir résider pour le service culturel, religieux, donc de ces 2 sœurs, ou 3 sœurs quelquefois. Ça c'est nouveau et c'est comme une amélioration dans sa propre situation. Est-ce que cette ordination-là, et puis peut-être ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette légère amélioration, est-ce que pour vous, ça vous donne des raisons, encore une fois, d'espérer pour l'avenir du Laos ? Disons que c'est un signe d'encouragement, mais quant à
et découvrir vraiment une évolution donc, qui puisse être généralisée. Je n'oserais pas aller jusque-là. Oui. Alors, dans ce portrait de Monseigneur Tito Bantiong était évoquée la date de 1975 avec l'arrivée des communistes. Oui. Et c'est à ce moment-là que les missionnaires étrangers ont dû quitter le pays, oui. Et notamment vous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment vous avez dû quitter ce pays pour lequel normalement vous aviez vocation d'être missionnaire? Mon expérience est un peu particulière en ce sens que je revenais au mois d'août en congé pour préparer les noces d'or de mes parents. Et il se trouve qu'en débarquant à Roissy, j'ai appris que mon père venait de décéder. Alors les choses ont changé, effectivement, et donc j'avais, avant de partir, l'évêque était Monseigneur Nantha, donc l'évêque laotien m'avait dit, les autres pères partent définitivement, est-ce que vous acceptez de revenir après votre congé? Mais je dis, mais certainement, Monseigneur, il n'y a pas de problème. Mais en fait, donc, je suis resté donc un peu en famille après la mort de mon père, et au bout de 2 mois à peine, donc j'ai reçu une lettre du Laos me disant il faut renoncer à rentrer à cause de l'évolution de la situation ici. Voilà, alors c'est comme ça que personnellement je suis resté en France sans retourner. Vous n'avez pas pu revenir mes derniers confrères sont partis en 1976. C'était les derniers missionnaires voilà. à être partis. Et un a pu rester donc, pour le service donc, des catholiques étrangers. Il a pu rester jusqu'à 1977. Alors vous disiez que vous reveniez de temps en temps au Laos. Comment ça se passe? Aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre d'un prêtre étranger, encore une fois, au Laos? Moi, je vais en visiteur. Vous pouvez rester quelques jours, quoi. Oh oui, quelques semaines, sans problème. Oui. L'évêque m'avait invité, d'ailleurs, la première fois pour donc prêcher une petite retraite, quoi, sacerdotale. Et à ce moment-là, à son presbytérium, il y avait 5-6 prêtres. Et bien depuis, comme il y en a 2 qui sont devenus évêques, il en a perdu 2. Et puis, voilà, comme il y en a un qui est décédé. Donc, lui aussi est dans la peine. Effectivement, j'ai pu retourner, et donc ça a été pour moi donc, les premières fois une découverte du vécu donc, de cette petite église donc, à partir de 1975. Oui. Alors, on a fait un peu d'histoire. J'aimerais juste qu'on ait une idée de la date, de l'origine de l'évangélisation au Laos. Quand est-ce qu'il y a eu, pour la première fois, j'allais dire, l'évangile au Laos? L'évangile au Laos, la première fois, c'est au XVIIe siècle. Après la fermeture du Japon, donc les jésuites ont essayé donc, de rejoindre ce royaume qui était donc, un peu donc, terra incognita, comme on dit. Et donc le père Deléria donc, a pu arriver là au Laos et séjourner donc, à Vientiane, la capitale. Donc grâce à lui, d'ailleurs, on a un beau témoignage écrit donc, sur ce qu'était le Laos à cette période-là, période d'or. Et puis après ça, il a fallu attendre le 19e, 1880, et donc, pour que du côté nord, par le Vietnam, d'une part, et de l'autre part, à partir de Bangkok, donc un effort de pénétration vers le Laos qui était très laborieux, et surtout pour ce qui est du nord, a été vraiment dramatique pour la Société des missions étrangères de Paris. Ils ont perdu des jeunes prêtres, donc à cause de la malaria, des maladies, et puis empoisonnement et tout, oui. Ça a été... Alors en février 2010, le diocèse de Nantes a clôturé la première étape du processus de béatification de 15 missionnaires religieux et laïcs morts pour leur foi au Laos. Qui sont-ils, ces martyrs? Voilà. Effectivement, donc, c'est dans le cadre de ce que le pape Jean-Paul II avait initié, donc dans la préparation de l'entrée dans le XXIe siècle, donc invitant les églises donc, à garder en mémoire les témoins de la foi chez elles. Et donc les évêques du Laos se sont dit, mais nous aussi, nous avons les témoins de la foi chez nous. Et à partir de là, ils ont établi une liste donc, qui est arrivée à 17 personnes. Donc. Alors pour les 15 qui ont été pris en compte par le diocèse de Nantes, effectivement, donc,
Qui sont-ils? Il y a donc il y a d'abord celui qui sera la figure de proue dans ce groupe, c'est un prêtre du pays, le père Joseph Tien, qui a été donc assassiné en 1954, et ce sera donc lui, le jour où ils seront bienheureux, ce sera le bienheureux Joseph Tien et ses compagnons. Donc les autres sont un peu dans l'ombre et sont à leur place. Je pense que pour l'Église du Laos, c'est un don, effectivement, d'avoir donc ce prêtre-là, qui est jeune prêtre, qui a été donc assassiné en 1954, oui, dans la région du nord, du Samnea. Oui. Ce sont des figures importantes pour les catholiques du Laos, bien connus. Le père Tien, oui. Donc, et puis aussi, après ça, c'est localement qu'ils ont aimé. Alors, donc, une des choses intéressantes à l'occasion de cette cause, de béatification, ce qui s'est passé à Nantes et puis qui est actuellement donc, en cours de Rome, c'est au fond de faire émerger ces personnes, donc un peu de l'anonymat dans lequel elles étaient jusque-là, et donc de connaître profondément donc, les personnes, leur vie, leur mort, donc les raisons du sacrifice de leur vie. Et bon, ça, je pense que oui, pour l'Église, pour les chrétiens du Laos, c'est important. Oui. Alors, tout récemment, une dépêche de l'agence d'information Église d'Asie, datée du 10 juin, signale que le nord du Laos continue de faire l'objet d'une surveillance assez forte, notamment en raison, je cite cette agence, de la présence de minorités ethniques, dont les Hmong. Qui sont-ils, ces Hmong? Un petit bref aperçu historique pour qu'on comprenne cette minorité. Oui. Les Hmong sont donc les derniers venus dans cette migration du sud, donc venant du sud de la Chine. Donc ils sont au nord Vietnam, on les trouve également au nord du Laos et le nord de la Thaïlande. Donc c'est donc un peuple qui a perdu sa terre un peu, donc qui migre. Et donc, effectivement, il a du mal peut-être à trouver sa place dans ces nations où il s'implante. Donc, il y a à son égard donc, comment dirais-je, des attitudes, donc un peu, donc non pas de rejet, je ne crois pas que ce soit de rejet, mais c'est eux, leur tradition, donc les situent différemment, donc ils ont du mal à s'intégrer, et surtout dans un pays comme le Laos, qui est vaste malgré et peu peuplé, où ils ont d'abord donc situé leur village dans les hauteurs. Alors actuellement, donc il y a un effort, je dirais, une invitation très forte en tout cas, pour qu'ils viennent dans la vallée. Donc là, pour les motivations qu'on leur propose, c'est qu'ils aient davantage de commodités, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, les écoles et puis les services de santé. Oui, donc là aussi, ils perdent peu à peu leur identité, mais pour le moment, c'est probablement la perspective d'avenir, mais pour le moment, ils n'en sont pas là. Ouais. Non, et nous parlions de Monseigneur Ban Thiong, c'est un Hmong. C'est un Hmong. C'est un Hmong. Alors, on a beaucoup parlé de cette église au Laos depuis le début de cette émission. Je voudrais qu'on aborde le Laos un peu dans ses autres dimensions que la dimension chrétienne, religieuse. Et auparavant, je vous propose un petit tour d'horizon de ce pays en commentaires et en images. La caractéristique première du Laos est de ne pas posséder d'accès à la mer. Avec une superficie totale de 236 000 km², soit à peu près celle de la Grande-Bretagne, le Laos a des frontières communes avec la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Le pays compte seulement 6 millions d'habitants. Les ethnologues ont identifié plus de 100 ethnies différentes au Laos. Un tiers des habitants du Laos vit dans la vallée du Mékong. Vientiane est la capitale du pays. On y compte 400 000 habitants. La densité par habitant au Laos est l'une des plus faibles d'Asie. Après la prise de pouvoir des communistes en 1975, un habitant sur 10 a quitté le pays. Le laotien est la langue officielle. Elle se rapproche du thaï. Beaucoup de Laotiens qui ont connu la période coloniale parlent le français. Les jeunes apprennent maintenant l'anglais à l'école. Plus des 3/4 de la population vit encore d'une économie agricole de subsistance avec moins de 2 $ par jour. Le Laos est un des pays les moins développés du sud-est asiatique.
L'électricité, le textile, le bois et le café constituent les principales exportations. L'aide étrangère reste une constante de l'économie du Laos depuis le XIXe siècle. À partir du début du XVIIIe siècle, le royaume du Laos passe sous l'influence étrangère. D'abord des Chinois et des Siamois, puis des Français depuis 1893, date à laquelle le roi de Luang Prabang demande la protection de la France. En 1953, le Laos devient indépendant. De 1954 à 1975, le Laos est impliqué dans la guerre du Vietnam. En 1975, les communistes prennent le pouvoir. La situation politique reste inchangée depuis cette date. Le Laos est une république où le parti unique, le Parti révolutionnaire populaire Lao, est la seule entité légale. Le président Choumalis Sayasson est à la fois chef de l'État et chef du PRPL. Il a été élu par l'Assemblée nationale, composée de 113 membres du PRPL et de 2 indépendants. Il n'existe pas d'opposition légale. Père Lénorette, le Laos finalement est passé d'une situation de région un peu enfermée, de pays enfermé, à aujourd'hui une région carrefour. Qu'est-ce que ça change pour le Laotien, pour la société laotienne aujourd'hui? Ça change beaucoup, en ce sens que, effectivement, donc, ses voisins sont très grands par rapport à sa petite taille. On peut les rappeler, les pays voisins. Donc, les pays voisins au nord, évidemment, c'est la Chine, avec son 1,3 milliard et quelques millions d'habitants. Donc, et puis, à l'est, le Vietnam, qui a 82 millions. Et à l'ouest, la Thaïlande, qui en a 65, peut-être un peu plus encore aujourd'hui. Et puis au sud, donc, le Cambodge, qui est à peu près de même taille que le Laos, même s'il a plus d'habitants. Donc, c'est ces changements qui viennent intervenir depuis une bonne décennie, qui fait que le Laos a intégré donc l'ASEAN, qui est donc l'organisme des nations du sud-est asiatique. Donc, et même l'Organisation mondiale du commerce, et qui fait donc, il était effectivement donc ce qu'on a appelé à un moment donné un état tampon, un glacis entre ses voisins, en particulier dans l'époque récente, donc avec les guerres qu'il y a eu sur son territoire. Et donc là maintenant, il devient, au contraire, donc avec tout ce qui se passe au niveau régional, parce qu'au fond, il bénéficie donc de ce que ces grands États donc ont décidé de faire, c'est donc que ça devienne donc un lieu d'échange, et le Laos étant un carrefour donc nécessaire entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Est-ce que ça peut être bénéfique pour le Laos, selon vous? Bénéfique? Ou une ouverture de la société, peut-être, par le biais de cette situation de carrefour? Oui, avec forcément beaucoup d'ajustements au niveau donc, des populations, parce que ça veut dire aussi donc, que le développement amène donc, une implantation nouvelle du nord et de l'est. L'ouest, c'était poreux, mais donc effectivement, il y a donc un apport de population nouvelle. Ben, il y a aussi une perte peut-être d'identité qui se risque là, en plus donc de toutes les contraintes qu'il y a dans un développement donc comment dirais-je, en particulier des ressources minières, et tous ceux qui sont quand même un atout pour le Laos, mais est-ce qu'il en aura la maîtrise de tout ça? C'est ma question. C'est votre question, vous n'avez pas de réponse. Absolument pas, non. Il nous reste largement moins d'une minute. Dernière question, avec réponse rapide, je sais que ça va être difficile, mais quelle est la place du bouddhisme aujourd'hui dans la société laotienne? Est-ce qu'elle reste importante? Le bouddhisme garde toute son importance au Laos du point de vue prégnance dans la société, oui. Ah oui, tout à fait. Ah oui, je ne sais pas si le nombre des pagodes et des moines a augmenté ou se maintient, mais en tout cas, donc dans la religion populaire, il garde sa place totalement, oui. Très bien, un grand merci, Père Yvon Lénorette, d'avoir participé à cette édition d'Église du Monde qui porte sur le Laos. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. À une prochaine édition. À bientôt.
Bye.